Bonjour. Bonjour, alors aujourd'hui je suis ravie de recevoir dans nos studios le grand rabbin de France, Chaim Corsia, et le grand rabbin de Belgique, le rabbin Guigui. Bonjour, Bonjour. Bonjour. merci d'être avec nous dans nos studios à Bruxelles. Alors monsieur le grand rabbin de France, je commence avec vous. Est-ce que vous êtes content de venir en Belgique et qu'est-ce que c'est l'objectif de ce voyage pour vous? Bah, c'est d'abord rencontrer des amis. Mhm. Je connais bien cette communauté. On a un destin lié. Ce qui se passe dans toute l'Europe d'ailleurs, a un rapport avec la Belgique, parce que c'est le lieu des institutions, enfin, d'une partie des institutions européennes. Et puis il y a ce débat qui a eu lieu il y a quelque temps sur les questions d'abattage rituel. Et puis on a une grande proximité avec le grand bain de Bruxelles, le grand bain Guigui, qui était l'un des rares d'ailleurs à être venu à la marche du 11 janvier 2015 pour accompagner ce temps d'extrême souffrance du peuple français. Donc on a des liens permanents et là j'étais heureux de venir passer ce Shabbat avec lui, avec l'ensemble de la communauté juive de Bruxelles. Est-ce que justement vous faites, ça vous amuse cette différence qu'il y a entre la communauté juive française et la communauté juive belge? Parce que c'est pas du tout la même mentalité. C'est pas que ça m'amuse, c'est la vie. Même en France, vous n'avez pas la même vie à Strasbourg et à Marseille, croyez-moi. C'est vraiment pas du tout la même chose. Et encore, je prends des extrêmes, mais je pourrais prendre même dans des lieux assez proches. Lorsque j'étais rabbin à Reims, entre Reims et Épernay, c'était pas la même forme de vie juive. Entre Reims et Troyes, c'est pas la même chose. Entre Nancy et Metz, ils sont peut-être à 40 kilomètres, c'est pas la même façon de voir les choses. Donc il est naturel que des groupes humains soient différents. Et moi, j'ai cette chance de pouvoir rencontrer ces différents groupes humains, ces différentes communautés, voir des choses qui marchent formidablement bien ici ou là, et de pouvoir proposer cela, faire une sorte de métier d'abeille où je pollinise de ci, de là. Mais en tout cas, ma rencontre avec la communauté juive ici de Bruxelles se passe sous les auspices de Shabbat Zachor, un Shabbat de la mémoire, mais également des préparatifs de Purim. Donc c'est aussi, oui, des phases d'angoisse et des phases de joie, ce qu'on connaît tous dans le judaïsme mondial. Donc c'est important de partager et des moments joyeux et des moments compliqués. Alors, j'entends bien que c'est différent, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que quand même vous retrouvez les mêmes préoccupations sur le terrain de la part des communautés juives? Bah, partout dans le monde, c'est la même chose. La difficulté d'avoir le dixième pour faire le minyan, c'est la difficulté d'avoir le dixième pour faire le minyan. C'est la même chose. Et les joies, les fêtes, les espérances, les peines, ce sont les mêmes. Et le rapport à la société autour, à peu de choses près, le même type de rapport. Un rapport qui consiste à la fois être ce que nous sommes, défendre ce que nous sommes, et en même temps le construire dans un espace qui est différent. Un espace qui voit les choses différemment. Alors, il y a par exemple, évidemment qu'il y a des différences entre la Belgique et la France, mais humainement, c'est toujours une question d'engagement. Et je sais que l'engagement des fidèles ici est absolu. J'ai pu rencontrer certains dès maintenant. Je connais bien le président de la communauté locale. Donc, je trouve qu'il y a des invariants, c'est-à-dire des choses qui restent les mêmes où que ce soit, parce que ce sont les invariants humains, au fond. Et puis, il y a des différences qui tiennent soit aux conditions locales, soit au type de vie sociale que proposent les communautés. Et c'est à la fois étrange, d'ailleurs. C'est et la même chose et pas la même chose. Mais c'est la vie. Mm. Alors, vous avez mentionné l'interdiction de l'abattage rituel. Peut-être que le grand rabbin Guigui peut nous dire où on en est justement sur ce dossier, lui qui est très impliqué là-dedans. Bien, au niveau de l'abattage selon le rite religieux, aujourd'hui, la situation est un peu, elle est claire. En Belgique, en Wallonie et en Flandre, l'abattage religieux est interdit. À Bruxelles, capitale, l'abattage est permis. Évidemment, on n'est pas heureux de cette situation parce que nous considérons que c'est injuste le fait d'interdire l'abattage selon le rite religieux et surtout en invoquant le bien-être animal, puisque l'objectif du judaïsme et de la shrita est en particulier de préserver
et de faire attention au bien-être animal à tous les niveaux de la vie de l'animal et pas seulement pendant les dernières quelques minutes où il s'agit d'abattre l'animal. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons introduit un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Ce recours est en voie. On verra comment les choses évoluent et selon l'évolution, on décidera de quoi faire pour le bien de tous. Parce qu'il faut bien comprendre, comme l'a dit le grand rabbin de France, il n'y a plus de frontières aujourd'hui en Europe. Nous sommes tous concernés par les mêmes problèmes. Que ce soit le problème de l'abattage religieux, que ce soit l'antisémitisme, que ce soit n'importe quel autre problème. Si nous gagnons, c'est toute l'Europe qui gagne. Si nous perdons, c'est toute l'Europe qui perd. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être extrêmement vigilants et attentifs parce que nous engageons également non seulement la Belgique, mais nous engageons l'Europe entière. Bien sûr. Justement, monsieur le grand rabbin de France, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de concertation entre vous tous, grands rabbins d'Europe, depuis quelques années sur ce genre de dossier? Disons qu'il est vrai que on s'est toujours retrouvé dans la conférence des rabbins européens, qui est l'institution européenne la plus ancienne, date de 1956. C'est vraiment la plus ancienne. Et dès le départ, on avait convenu que quand il y a des décisions qui ont un impact sur l'ensemble des communautés, on y réfléchit, on les partage. On a par exemple amélioré les questions du guet, notamment en relation avec Israël. Enfin, on a fait de grandes choses au niveau européen. Mais il est évident que sur une question comme le battage rituel, on est tous impactés. Le grand rabbin Guigui a parfaitement raison de rappeler qu'il y aurait une théorie des dominos. Si un pays lâchait sur l'abattage rituel de manière définitive, ça entraînerait forcément au moins une réflexion dans les autres pays. Alors que pour nous, en France, le principe de liberté de pratique religieuse, qui s'appelle la laïcité, est essentiel. Donc chaque spécificité de pays doit être étudiée par le rabbinat local et les consistoires locaux, ensemble. Et puis après, on a une réflexion globale sur la situation, parce qu'on ne se laisse pas seuls les uns les autres, et on partage de toute manière oui, ce destin commun qui s'appelle l'Europe, et sur lequel les Juifs ont aussi une part active. Vous voyez, en ce moment, par exemple, le débat sur la fin de vie en France est un débat qui concerne en réalité l'ensemble de l'Europe, parce qu'on compare avec les situations belges, suisses, même si vous n'êtes pas dans l'Union européenne, mais on compare avec nos voisins. Et donc ce que font les voisins n'est jamais anodin. Bien sûr. Alors évidemment, l'autre plus grand sujet qui concerne l'Europe, c'est l'antisémitisme, qui malheureusement est en hausse dans tous les pays d'Europe pratiquement. Dernièrement, donc, Benjamin Netanyahou est venu en France. Est-ce que vous en avez parlé avec lui et qu'est-ce que c'était l'approche que vous avez avec Israël sur ce dossier? Bon, l'antisémitisme, et ça c'est, je crois, très important de le rappeler, n'est pas une affaire typiquement juive. Je crois que les pays qui souffrent sont les pays où justement on externalise cette question uniquement sur la communauté juive. Quand l'ensemble des forces sociales d'un pays, que ce soit les gouvernements, mais aussi les autres religions, les citoyens et les citoyennes se saisissent de cette question pour comprendre que ce n'est pas la seule question des juifs, mais la question de toute une société, alors on peut parler d'actes antisémites et pas de société antisémite. Et je crois que les chiffres récents qui sont sortis, même s'ils sont meilleurs que ce qu'il pouvait y avoir auparavant, et en France en particulier, montrent quand même qu'on n'arrive pas à éteindre ce phénomène. On n'arrive pas à éradiquer complètement l'antisémitisme. D'ailleurs, je me suis toujours méfié des chiffres, dans la mesure où, quand les chiffres sont bons, on saute de joie en disant c'est formidable, parce qu'on est passé de 400 faits à 300 faits. Comme si 300 faits antisémites, ça pouvait être une occasion de se réjouir. C'est un drame. Dès qu'il y a un seul cas d'antisémitisme, et encore, les faits qui remontent sont les faits qui passent par les filtres de dépôt de plainte. Or, les gens, parfois, se disent ça sert à rien. Puis, voilà, ils minorent. Il y a toujours un phénomène de minoration
de ces faits, consciemment ou inconsciemment. Et moi, je crois très important d'avoir une formation dans les commissariats. C'est ce que nous avons mis en place en France avec le nouveau plan de lutte contre l'antisémitisme du gouvernement. Formation à l'écoute et la prise de dépôt de plainte dans les commissariats, mais également pour les magistrats, pour tous les acteurs de la chaîne judiciaire sont préparés à pouvoir à la fois entendre et avoir une réponse la plus juste. Moi, je pense que la seule réponse possible, c'est une fermeté extrême, parce que il y a aussi un effet d'entraînement. Si on se dit, finalement, c'est pas très grave, je sais pas, par exemple, je me souviens une personne de 63 ans qui avait été pris en flagrant délit d'avoir coupé des sièges du RER avec des symboles nazis à plus de 100 reprises, un bonhomme installé. Donc, vous voyez, aucune raison sociale, juste la haine. Ben, je crois qu'il faut qu'on ait une réponse qui soit à la fois de la fermeté, parce que moi, cette personne en prison, ça ne me sert à rien. En revanche, qui nettoie tous les tags dans les RER, qui pendant des mois, je ne sais pas combien de temps, mais enfin en tout cas, soit conséquent pour lui, qu'il répare quelque chose, moi je trouve qu'il faut qu'on revienne à une notion de réparation, ce qu'on appelle en hébreu tikkun olam, la réparation du monde. Je pense que partout dans le monde, l'antisémitisme détruit quelque chose de la société. Il s'en prend certes aux juifs, mais il détruit une espérance de la société. J'ose dire que c'est exactement ce que va vivre ce Shabbat dans la Torah avec la paracha Zachor, où on parle du premier moment antisémite du monde, avec Aman qui veut exterminer tous les juifs. Finalement, les ressorts sont les mêmes, et je pense que la réponse peut être la même. Mais en tout cas, si les ressorts sont les mêmes, mais ça nous donne comme leçon que ça ne va pas s'arrêter, puisque la haine d'Aman, elle ne dépend pas de ce qu'on fait nous. De toute façon, elle a quelque chose d'inextinguible. Donc, on recevait cette semaine sur notre antenne une chercheure de la Sorbonne qui a fait une étude sur la Belgique et qui trouve justement que non seulement les actes antisémites, même quand ils baissent, ils sont, en tout cas en termes de violence, de plus en plus violents, et surtout qu'il n'y a pas du tout une réponse adéquate des institutions. Alors, puisque vous avez peut-être un peu plus de distance par rapport à ça, est-ce que le nouveau plan de l'antisémitisme en France, il prend peut-être plus la mesure de l'antisémitisme dans le pays que ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, où on cherche un peu à limiter la communication autour de ce qui se passe? Honnêtement, je ne me permettrai pas. D'abord, je n'ai pas une connaissance du terrain en Belgique. Le grand Guigui, lui, pour répondre bien mieux que moi à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, on a pris parfaitement la mesure des choses et que on a demandé dans tout l'arsenal juridique qui a été déployé, donc avec 80 mesures quand même, qui ont été annoncées par la Première ministre, nous avons pris la mesure à la fois de cette augmentation des violences aux personnes, ce qui est incontestable, mais également de la nécessité d'avoir une réponse d'une extraordinaire fermeté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'une peine avec sursis soit un signal audible par la société. Parce que si vous donnez du sursis à quelqu'un, ça veut dire que ce n'est pas très grave. La réalité, c'est qu'il y a des actes qu'on ne peut pas sanctionner avec du sursis, on doit les sanctionner de manière ferme, et ensuite passer à un travail éducatif. Mais s'il n'y a pas de fermeté, aucun travail éducatif ne portera. Monsieur le grand rabbin Guigui, justement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un plan contre l'antisémitisme qui est lancé en Belgique et qui va être lancé? Est-ce qu'on a avancé de ce côté-là? Je pense que du côté de la Belgique, il n'y a pas de plan bien déterminé. Évidemment, la justice fait son travail, mais il n'y a pas un plan qui est bien structuré. Là où on remarque qu'il y a des progrès, et c'est important, c'est au niveau européen. Au niveau européen, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises contre toute forme d'antisémitisme, et notamment la forme la plus sournoise et la plus difficile à cerner, c'est les réseaux sociaux. Désormais, si quelqu'un poste des propos antisémites, ces propos-là doivent être enlevés dans les 24 heures. Et si ce n'est pas enlevé, alors c'est pénalisé. Et je pense que c'est très important parce que dans les réseaux sociaux, la parole est libérée et les gens se défoulent beaucoup plus facilement que dans la réalité. Et c'est important qu'il puisse y avoir dans ce domaine-là
une lutte de façon systématique. Maintenant, est-ce qu'on peut lutter contre l'antisémitisme? Je pense que la seule façon de lutter contre l'antisémitisme, c'est d'abord commencer par l'éducation. C'est au niveau des enfants, au niveau des écoles, que nous devons travailler pour essayer de faire en sorte que nos enfants ne soient pas entachés, ne soient pas pollués par la haine de l'autre. Et je pense qu'il y a un effort considérable à faire dans ce domaine-là. Pour le reste, je ne sais pas quoi faire. Alors, l'antisionisme aujourd'hui, c'est l'antisémitisme le plus fréquent, ou en tout cas le plus difficile peut-être à combattre. Je vous disais, Benjamin Netanyahou est venu en France, mais aussi le ministre de l'Aliyah est venu en France. Est-ce que vous travaillez avec Israël, vous tous les deux, par rapport à cette question? Bah, Israël est un partenaire comme d'ailleurs beaucoup de pays, sauf qu'Israël a une centralité d'abord spirituelle, évidente, et puis il y a des politiques d'accompagnement. Les personnes qui font l'Aliyah, il y a besoin de les accompagner, c'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Il y a besoin de les préparer. D'ailleurs, s'il y a des pays avec une forte Aliyah, c'est à la fois parce qu'il y a des circonstances particulières, mais c'est aussi parce que le principe du lien à Israël est martelé comme une évidence. Et c'est, je crois, aussi une nécessité pour Israël d'avoir des communautés structurées partout dans le monde, parce que c'est aussi un gage de sécurité, de sérénité pour les Juifs dans le monde. Maintenant, moi, je viens aussi rencontrer cette communauté de Bruxelles pour quelque chose qui va vous étonner, parce que vous parlez d'antisémitisme, mais il y a aussi des gestes merveilleux. Et notamment, moi, je ne viens jamais à Bruxelles sans avoir une pensée pour le grand rabbin Edmond Bloch. Edmond Bloch était le frère du grand rabbin Avram Bloch. Et Avram Bloch était un rabbin qui était le grand rabbin de Lyon, qui est mort en 1914. Il est mort le 29 août 1914 dans les Vosges, en tendant un crucifix à un soldat chrétien bombardé. Il est mort le 29 août et c'était encore la guerre des mouvements, il n'y avait pas encore les tranchées, c'était assez terrible. Il est mort sur le front des Vosges. Et son frère Edmond était rabbin de Bruxelles, le poste qu'occupe le grand rabbin Guigui. Et lorsque les Allemands, c'était pas les nazis, c'était les Allemands, dans la guerre de 14, arrivent à Bruxelles, ils exigent que le grand rabbin, comme les autres cultes, récite la prière pour le Kaiser et ne récite plus la prière pour le roi des Belges. Et le rabbin a refusé, en disant qu'il resterait fidèle à la prière pour le roi des Belges. Il était emprisonné et il est devenu une icône de la fidélité à la Belgique. Et moi, je pense que c'est ça, ce qu'apporte le judaïsme à une société. C'est d'être dans les interstices de cette société pour la comprendre, la porter et en incarner parfaitement les espérances. Et c'est pas anodin que ce soit un rabbin qui incarne cela dans ce pays de la Belgique, qui est un pays avec des identités différentes. On parlait des communautés juives, mais c'est la même chose dans un pays, entre les Wallons, les Flamands et la capitale, Bruxelles, qui est une entité particulière. La proximité avec la France, mais aussi la proximité avec la Hollande, la proximité avec l'Allemagne. C'est un pays fait de diverses... Et les langues, donc vous voyez, nous, on a l'édit de Villers-Cotterêts qui a imposé le français comme langue nationale. En Belgique, ils ont 2 ou 3 langues nationales différentes. Regardez, la Suisse, c'est 4 langues différentes. Donc vous voyez, il y a des pays qui se construisent en intégrant beaucoup de différences. Mais c'est incroyable que celui qui incarne tout cela à la fois, c'est ce grand bain de Mont-Blanc. Et moi, ça m'amuse. Enfin, m'amuse. Là, ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est d'une certaine manière ce que je vais développer, mais je vous le donne en avant-première. Ce soir, dans mon intervention, ou plutôt demain soir, dans mon intervention à la communauté, c'est que la reine Esther, dans la Haggadah, dans la Megillah d'Esther, reçoit l'ordre de Mardoché de ne pas dire son origine. Et le Talmud dit elle avait la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Explique le Talmud. Chacun et chacune des habitants des 127 provinces se disait elle est de chez moi. Une sorte de capacité à créer de l'empathie naturellement. Une sorte de capacité à incarner les attentes, les espérances de chacun et de chacune.
Et moi, quand je pense à ce grand rabbin Edmond Bloch, je me dis, ben voilà, il y a quelque chose de profondément juif dans cette capacité que la Belgique a à faire vivre les différences, mais les faire vivre ensemble. Alors, puisque vous parlez du grand rabbin Bloch, ça me donne l'occasion de vous demander à tous les deux, puisqu'il est décédé il y a peu de temps, quels souvenirs vous avez peut-être à nous transmettre sur le grand rabbin Sirat? Alors, le grand rabbin Sirat était l'ancien grand rabbin de France. Il était grand rabbin de France jusqu'en 1987, 31 décembre 87. Et c'était quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour l'éducation. Il a été en même temps le promoteur de l'hébreu à l'INALCO, l'Institut national des sciences, des langues des langues et civilisations orientales. Et donc, il a relancé l'hébreu, et l'hébreu comme matière à la fois langue, mais comme matière et source de culture hébraïque. Et c'était important parce qu'il l'a fait dans une mesure, je dirais, académique. Non pas uniquement dans les cours religieux, mais il l'a fait à l'université, il l'a fait dans les lycées, il l'a fait de sorte d'être audible par la société avec la norme académique, c'est-à-dire avec licence, maîtrise, à l'époque ça s'appelait master, et puis ensuite les doctorats. Donc il y a manifestement dans sa volonté de capitaliser sur l'éducation, l'enseignement de l'hébreu. C'est d'ailleurs quelque chose qui continue, puisqu'il il a permis de relancer cela, et maintenant c'est un trésor que nous avons en France. Et puis c'était quelqu'un qui était éminemment attaché à ses origines de Beaune, qui est une ville d'Algérie à côté de Constantine. Et il aimait beaucoup la cantillation particulière de cette région. Donc toutes ces fidélités, l'éducation, l'enseignement, les langues, l'hébreu, la culture juive, le chant traditionnel, faisaient du grand Macérat une personnalité éminemment attachante. Monsieur le grand rabbin Guigui, vous aussi, vous avez des souvenirs du grand rabbin Sirat? Oui, évidemment, je l'ai très bien connu. Je l'ai connu quand il était grand rabbin de France. Mais évidemment, par-delà ce que le grand rabbin de France actuel vient de dire, il y a aussi un élément qui est très important, c'est le rôle qu'il a joué dans le développement des relations interreligieuses, et notamment les relations judéo-chrétiennes. Je me souviens comment il s'est battu comme un lion quand il y avait eu notamment l'affaire du Carmel d'Auschwitz. Il a été un des premiers qui s'est battu pour que les carmélites quittent ce lieu parce qu'ils considéraient que c'était pas le lieu, c'était un lieu qui devait rester neutre et où tout le monde pouvait venir mais sans se l'approprier. Et il a aussi vraiment beaucoup travaillé et développé les relations entre juifs et chrétiens et entre juifs et musulmans parce qu'il croyait beaucoup dans cette... en fait, pour lui, la violence, la guerre, c'est parce que de l'autre, on ne connaît que le préjugé, on ne connaît pas l'autre. Et ce qu'il visait, ce qu'il cherchait, c'est apprendre à connaître l'autre pour mieux l'apprécier. Et la connaissance de l'autre ne se fait que par le dialogue. Et c'est ce dialogue interreligieux, interconfessionnel qu'il a prôné durant toute sa vie et qui était tellement important pour notre société aujourd'hui. Alors justement, sur ce sujet du dialogue interreligieux, notamment avec l'islam, monsieur le grand rabbin de France, vous avez calmé le jeu dans l'affaire Welbeck, en rencontrant notamment le recteur de la mosquée de Paris. Pourquoi vous êtes mêlé de cette histoire? Et pourquoi ne pas s'en mêler? Vous me dites là, c'est étrange, que je comprends que vous posiez la question, mais vous me dites exactement ce que l'hébreu, que Moïse voulait séparer, alors qu'il se bagarrait avec l'hébreu, lui dit. Missam près, qui t'a mis comme chef tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien. En réalité, dès qu'il y a deux personnes qui se bagarrent et qu'il n'y a pas de raison fondamentale, ben, il faut essayer d'apaiser. Il se trouve que les deux sont
éminemment intelligents, et ils ont eu d'ailleurs l'extrême intelligence, et l'un et l'autre, d'accepter de se rencontrer. Donc moi, j'ai fait en sorte que on n'ait pas besoin de passer par la case justice, parce que la case justice, on ne sait jamais comment ça évolue, et puis ça crée forcément une cristallisation, chacun voulant absolument mordicus défendre sa position, alors que quand on discute, chacun reconnaît qu'il a été un peu loin, et puis on trouve un chemin de crête d'intelligence. C'est ce qu'ils ont réussi à faire, et l'un et l'autre. Est-ce que vous arrivez, vous trouvez aujourd'hui à faire vivre la fraternité entre le judaïsme et l'islam en France? Bah, c'est une évidence, il n'y a pas de segmentation en France. Il y a des communautés religieuses, mais on a un tel niveau de dialogue entre nous que la question ne se pose pas. Alors ça peut se poser peut-être localement, et encore localement, toutes les communautés juives locales ont des contacts assidus avec tous les cultes. Je suis allé à Chalon-sur-Saône la semaine dernière. À Chalon-sur-Saône, il y avait l'évêque, il y avait les protestants, les 2 pasteurs, et il y avait la communauté musulmane qui était là. Et c'est le cas partout en France. C'est naturel que les cultes discutent entre eux, que l'État discute avec les cultes, que les associations, le monde associatif partage les préoccupations qui sont les siennes avec les uns ou les autres, et les cultes au premier chef. On le voit bien là, par exemple, sur la loi sur la fin de vie. Nous sommes associés, auditionnés par des commissions au Parlement, auditionnés par la commission citoyenne qui était faite au comité économique, social et environnemental. Donc on voit que les cultes font partie de ce que sont les forces vives de la nation, et par nature, elles se doivent de parler ensemble, et c'est le cas, évidemment. Donc un bon exemple pour vous, c'est... Allez-y, pardon, monsieur le Et grand puis rabbin. nous avons des intérêts communs. Et je crois que si nous voulons défendre ces intérêts, nous devons être unis. La preuve tangible, c'est que à Bruxelles, capitale, si nous avons réussi à ne pas à faire en sorte que la loi sur l'abattage religieux ne passe pas, c'est parce qu'il y avait une unité, il y avait une union entre la communauté juive et la communauté musulmane. Je pense qu'on est plus fort quand on est ensemble. Et c'est important d'être ensemble et d'être unis, et pas seulement juifs et musulmans, mais tous les cultes ensemble. Et les non-croyants, parce que c'est Et les important, parce que non-croyants. nous sommes dans la même société, et que c'est valable en Belgique ou en France ou partout ailleurs. On ne peut pas segmenter les gens en fonction et de leurs croyances ou de leurs non-croyances. On est tous enfants de la même société, on est tous les producteurs, les constructeurs de la société à venir, celle de nos enfants, et il vaut mieux s'entendre plutôt que de construire des choses où les uns ou les autres seraient exclus. Alors, l'assimilation, en parlant des non-croyants, peut-être atteint des records maximum, notamment aux États-Unis, et souvent ce qui se passe chez eux arrive chez nous. Comment combattre ce phénomène en Europe? Et donc, Je en France et en Belgique. je ne sais pas si les structures sont identiques, je ne connais pas les chiffres. Chacun pense que l'assimilation est terrible chez l'autre, et parfois chacun pense que l'assimilation est terrible chez lui. La réalité, c'est qu'en France, on ouvre une synagogue, elle est pleine, on ouvre une école, elle est pleine avant même d'être ouverte. Il y a énormément de restaurants cachers, il y a une vie juive très active, il y a des cours tous les jours, partout, vraiment. Il y a une vie juive forte, ancrée dans un quotidien, et non pas limitée à la seule synagogue du samedi matin. Donc moi, je ne suis pas un tenant de l'idée il y a une assimilation galopante. Il y a une assimilation peut-être, mais il y a aussi des gens qui reviennent. Et quand le verset de la Bible nous dit « Veshavou banim nikvulam » et les enfants reviendront dans leur espace, c'est ce que ce verset raconte. Ce verset nous explique qu'il y a des personnes qui se sentent un moment loin, qui reviennent. C'est à nous aussi de créer les conditions de leur retour. C'est à nous de créer les conditions d'accueil. Voilà pourquoi moi j'ai toujours insisté auprès des rabbins sur la qualité de l'accueil dans les communautés, parce que c'est de la qualité de notre accueil que dépendra notre capacité à augmenter le nombre de fidèles, augmenter les activités, augmenter la force et l'intelligence de la vie juive. Monsieur le grand rabbin Guigui, vous avez le même point de vue sur l'assimilation? Parce que je ne pense pas qu'on va parler des restos cachers, parce que tout de même, à Bruxelles, il n'y en a qu'un seul. On va saluer d'ailleurs Maurice Tal, Grill Tov, mais parce que moi qui suis française, quand je suis arrivée ici, très honnêtement, j'ai été choquée. Bruxelles, capitale européenne, un seul restaurant cacher. Deux, si on veut être honnête. Deux, mais c'est la même personne.
1,5. Un et Ah demi. voilà, c'est Voilà. Non, mais le drame, c'est que ceux qui mangent cachère, c'est-à-dire, le problème est le suivant, c'est qu'il y a eu beaucoup de tentatives de restaurants cachers à Bruxelles et malheureusement, toutes se sont soldées par des échecs. Pourquoi? Parce que les religieux, contrairement à la France, n'ont pas l'habitude d'aller au restaurant. Les non-religieux ne vont pas dans un restaurant casher et quand quelqu'un ouvre un restaurant casher, il se retrouve sans clients et c'est le drame pour lui. Maintenant, on a un restaurant casher à Bruxelles grâce à Maurice Tal qui, malgré tout, essaye contre vent et marée de le maintenir. et je peux même vous dire que c'était très bon. On a mangé à midi, C'est très Oui, bon, c'était très je bon. confirme, absolument, c'est la absolument. Il fait vérité. vraiment des efforts considérables. Euh, Maintenant, au niveau, c'est-à-dire, il y a évidemment Anvers qui est un cas particulier où on ne peut pas parler d'assimilation parce que là-bas, c'est les écoles foisonnent, le judaïsme se développe de façon exponentielle. Bruxelles, comme toutes les capitales d'Europe, évidemment, euh, lutte pour que le judaïsme soit maintenu. Ils essayent par tous les moyens euh, que les acquis soient là. Évidemment, ce qui est important, c'est rapprocher, comme l'a dit le grand rabbin de France, c'est essayer de faire tout pour que celui qui vient à la synagogue se sente bien et puisse revenir. Et je pense que c'est l'accueil et l'éducation qui feront tout pour lutter contre l'assimilation. Ma dernière question à tous les deux, comment vous voyez l'avenir des Juifs en France, monsieur le grand rabbin, et en Belgique, monsieur le grand rabbin? Bon, en France, l'avenir des Juifs, c'est simple. Il dépendra de l'avenir du pays. Si le pays, ça a toujours été une histoire d'amour entre la communauté juive et la République. Quand la République est forte, les Juifs ont une place sereine. Quand la République tremble, les Juifs sont dans une situation fragile. C'était le cas, par exemple, en 1895, au moment de l'affaire Dreyfus. C'est en réalité un affrontement pour l'existence ou pas de la République. Et la situation est compliquée. Finalement, la République l'emporte et la place des Juifs est réaffirmée. Et puis, 1940, la République chute et la situation des Juifs est catastrophique. Après la guerre, la République revient et elle redonne leur juste place aux Juifs. Et quand la République est en fragilité, on voit la position des Juifs être aussi fragilisée. Donc, l'avenir des Juifs en France, il est simple, il dépendra de la qualité de l'avenir de la France elle-même. Monsieur le grand rabbin Guigui, Ben, je l'avenir en pense Belgique? que ce qu'a dit le grand rabbin de France correspond très bien à tous les pays d'Europe. Quand ça va bien, les Juifs sont bien. Quand ça va mal, les Juifs ne se sentent pas bien et cherchent ailleurs, c'est tout. Bon. Eh Même bien, si, bon, écoutez, c'est pas vraiment. Enfin, pour la France, c'est pas comme ça. Pas je cherche ailleurs. Pour la France, on essaie de réparer. Et je crois beaucoup, moi, à cette notion de tikkun olam. Mais peut-être que, en reprenant un petit peu le poème de Edmond Flegg, est juif celui qui n'abandonne jamais et qui considère que si les choses ne sont pas bien, eh ben, c'est à lui de faire en sorte qu'elles le redeviennent. C'est ce que disent les maximes des pères. Bimkom shen ish ishtadel yot ish. Or, nos sociétés aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre ce que disent les maximes des pères. Lorsqu'il n'y a pas d'homme, toi, sois un homme. Et c'est l'idée que la société n'est pas quelque chose à consommer, mais quelque chose à construire. Et le judaïsme, où qu'il se trouve, a toujours considéré qu'il était de son devoir de construire une société plus juste, plus équitable, plus humaniste, une société de fraternité. Il se trouve que nous en France, alors c'est pas la même chose en Belgique, hein, excuse-moi cher Albert, mais nous en France, on a liberté, égalité, fraternité. Il y a le principe de la fraternité qui est mis en avant dans notre triptyque républicain. C'est le principe essentiel du judaïsme. Donc en fait, si on réussit à réinstiller la fraternité dans la société française, et c'est notre vocation, eh bien cette société française sera plus fidèle à elle-même, et donc elle retrouvera la vocation commune avec le judaïsme.
Merci beaucoup à tous les deux. Chaim Corsia, grand rabbin de France, Albert Guigui, grand rabbin de Belgique. Merci beaucoup et un petit peu en avance pour Im Sameach à tous les deux. Fête de Shabbat Purim. Shalom et Purim Sameach.